Merci beaucoup, Juliana. Donc, Louis Bellenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France, et on aime bien venir ici à Massy, on vient régulièrement. Vous avez une table ronde un peu différente de ce qui était annoncé dans le programme en termes de composition. On vous avait annoncé le maire de Massy, il ne peut pas être disponible, il s'excuse, il sera remplacé par Hakim Soltani, son adjoint aux mobilités. Merci Hakim, en dernière minute de vous être libéré. On aura pour représenter la ville, le village. On dit quoi village, voilà, 10 fois moins d'habitants que Massy. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux autour de la table. Donc, pour représenter le village de Bièvre, sa mère, Anne Pelletier le Barbier, et son adjoint également aux mobilités, François Devernay. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Dernière intervenante, ma collègue Marie, directrice adjointe du collectif Vélo Île-de-France, qui publie régulièrement des ouvrages pour le collectif Vélo Île-de-France et qui est en train de rédiger, finaliser un ouvrage sur les aménagements cyclables légers. On vous en reparlera au cours de la table ronde. Donc, cette table ronde, elle s'appelle « Pas de temps à perdre, construire une ville cyclable dès la première année de mandat ». Et en fait, j'ai envie de commencer cette table ronde par un contre-pied, finalement, sur le fait que parfois, il y a un peu de temps à prendre. Il y a des gros morceaux, il y a des gros dossiers et qui paraissent parfois inextricables. Et j'aurais voulu commencer avec vous, Anne Pelletier-Le Barbier, pour raconter cette histoire qu'on a en commun, qui a peu été racontée, mais qui est une histoire assez incroyable. Il y avait une coupure entre la ville de Bièvre et la ville de Clamart. Enfin, à ce stade-là, on n'est même plus en ville, c'était une coupure le long d'une autoroute, et entre deux départements, deux agglos, trois agglos, trois départements, voilà, trois agglos. Euh, une partie sur le domaine de l'État. Donc bref, on avait une coupure cyclable dénoncée par les associations depuis un moment. Ça paraissait impossible à résoudre. Et pourtant, aujourd'hui, si vous y allez, vous pouvez traverser cette zone du Petit Clamart, connue dans l'histoire. Cette zone du Petit Clamart, vous pouvez aujourd'hui la traverser à pied et à vélo. Et ça, c'est grâce à vous. Notamment Anne Pelletier-Le-Barbier. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous raconter comment vous avez fait, comment vous avez pris ce temps réussi à résoudre cette discontinuité. Je pense que c'est inspirant en début de mandat de se dire que finalement, tout est possible. Et cette histoire-là, je pense, est intéressante pour ça. Merci. Merci. Effectivement, tout est possible, mais grâce à nous, nous tous. C'est vraiment un collectif. Donc, bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, accompagnée de François. Je fais du vélo, et ça, c'est important parce que ça me permet de me rendre compte justement des difficultés. Et donc, je suis maire depuis 2014, et lorsque j'ai été élue maire, j'avais déjà beaucoup entendu parler de ce point noir qui était juste au pied en fait du rond-point du Petit Clamart, donc sur la commune de Châtenay-Malabry, juste à la fin de Bièvre, mais sur Châtenay-Malabry, donc dans les Hauts-de-Seine, Bièvre étant dans l'Essonne et appartenant dans la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Parc, donc dans les Yvelines. Donc il y avait, vous voyez, un peu, c'était pas forcément facile. Et donc bon, j'ai essayé avec mes petits bras en me disant bon allez, je vais aller voir Châtenay, on va voir comment faire. Bon, c'était vraiment complètement en périphérie de Châtenay. C'est vrai que c'est un espace qui est pas du tout utilisé par les habitants de Châtenay, qui eux passent plutôt par la forêt, par le bois de Verrières-le-Buisson. Donc c'était plus un axe pour les vélos taffeurs et pas forcément, voilà. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Donc, on a commencé d'abord, il y avait aussi un campement de Roms dans le coin. Donc, il a d'abord fallu rendre salubre cet espace-là qui était devenu vraiment très insalubre avec des rats. Enfin, je vous passe quand même 300 000 € pour la collectivité pour nettoyer le terrain. Donc, c'est pas rien pour une petite collectivité comme la mienne. Donc, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Une fois qu'on a eu terminé et que l'espace était redevenu salubre, on s'est dit, bah là, il faut qu'on permette quand même de pouvoir traverser et passer à cet endroit-là. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais inviter la DIRIF, on va essayer de discuter, mais en fait, ça n'a pas marché. Donc, j'ai refait une deuxième réunion, toujours rien. La DIRIF qui s'occupe des routes de l'État. Voilà, qui s'occupe des routes de l'État, puisque comme on était à la sortie de la nationale 118, c'était une bretelle, en fait, qui était
travaillés par les services de l'État. Donc, je me suis dit, bon, je vais demander au maire de Clamart de m'aider. Peut-être qu'à nous deux, on y arrivera mieux. Bon, il a nommé un de ses élus pour m'aider à essayer de trouver la bonne personne qui pouvait effectivement prendre le dossier. Et puis après, il m'est revenu en fait un souvenir très sombre dans l'esprit, c'est qu'en 2007, il y a eu un accident mortel à cet endroit-là où en fait une petite fille de 4 ans est décédée. Elle s'est fait percuter par un camion parce qu'elle traversait la route pour aller à Usine Center en face. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'on va attendre qu'il y ait aussi un mort cycliste pour qu'on puisse prendre le sujet enfin à bras-le-corps? Donc là, j'ai commencé à prendre cet angle-là sur la sécurité. Et je pense que grand bien en a pris parce que je pense que ça a quand même permis à certains esprits de se dire, bah, finalement, effectivement, s'il arrive quelque chose, parce que je me suis dit, je vais écrire, comme ça, chacun prendra bien ses responsabilités après, parce que l'accident était fort probable pour ceux qui ont emprunté cet endroit-là. Vous sortez de la nationale 118 et vous êtes face à face avec un vélo. Donc, vous imaginez tout de suite ce que ça pouvait donner. Donc, bon. Et donc on a quand même continué, mais pendant au moins 2 ans à travailler. Après, on a eu l'idée de proposer aussi à des associations de cyclistes de venir nous rejoindre pour qu'on puisse être plus forts tous ensemble. Et j'avoue que vous nous avez beaucoup aidés. Je remercie particulièrement Jean-Marc, qui était le fidèle des fidèles à toutes les réunions et qui n'a rien lâché, et qu'on peut applaudir parce que je peux vous dire qu'il n'a rien lâché, Jean-Marc. Voilà. Et donc, en fait, je me suis dit qu'il fallait monter d'un cran au niveau politique. Donc, j'ai demandé à notre député de l'époque, qui était Cédric Villani, donc bien connu. Je lui ai dit, écoute Cédric, viens, tu prends ton vélo et puis on va aller faire un tour. Tu vas voir, peut-être que tu vas finir par prendre aussi le sujet à bras-le-corps parce qu'il va y avoir un mort. Donc, il est venu avec son vélo. On a fait un tour de vélo. Puis là, il s'est dit, ouais, effectivement. Donc, il me dit, écoute, je vais essayer de mettre toutes les personnes autour de la table. Et dès l'instant où on a réussi à mettre toutes les bonnes personnes autour de la table, eh bien, ça nous a permis d'avancer. Après, il nous a quand même fallu encore 2 ans pour trouver les fonds parce qu'il fallait 500 000 euros. Donc, moi, je ne les ai pas sur mon budget. Et en plus, je n'étais même pas sur la commune de Bièvre. Donc, du coup, c'était impossible à débloquer. Et là, j'avoue que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, donc Georges Siffredi, a été vraiment chouette parce que voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui par ailleurs. Et vraiment, il a pris aussi, je lui ai dit, écoute, viens faire un tour, regarde la dangerosité. Il est venu à vélo? C'est ça. Non, il est venu, mais il est venu. Il est venu voir. Sur place. Il est venu parce qu'en fait, c'est l'ancien maire aussi de Châtenay. C'est ça qu'il faut préciser. Et donc, du coup, il connaissait bien et je lui ai dit, écoute, viens, il faut vraiment faire quelque chose. Et là, du coup, il s'est dit, effectivement, et il a mis une maîtrise d'œuvre sur le coup pour essayer de trouver la bonne solution. Et il a suffi juste de déplacer un feu rouge, de déplacer le terre-plein central. Donc, c'est vrai que c'était en béton, mais la voie le permettait complètement. Et donc, de faire une piste cyclable pour assurer la continuité entre le Petit Clamart et Bièvre et surtout le plateau de Saclay parce que ça permet quand même un axe. Maintenant, moi, mes Bièvrois peuvent aller jusqu'à Montparnasse pratiquement en toute sécurité avec toutes les pistes cyclables. Et pareil, les Parisiens peuvent venir et traverser pour aller jusqu'au plateau de Saclay. Mais il nous a quand même fallu un mort pour remobiliser les consciences quand même. Et puis, il a fallu beaucoup d'énergie et trouver les bonnes personnes à mettre autour de la table. Et ça, c'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, merci aussi à toutes les associations parce que vous nous avez vraiment beaucoup aidés. Vous avez aussi mobilisé. Et ce que je dirais aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez su remercier et que vous aviez fait, je me souviens, vous aviez déroulé un grand tapis rouge pour inaugurer cette piste. Et j'avoue que c'était sympa parce que je trouve que c'est chouette aussi. On ne fait pas ça pour dire merci, mais c'est chouette aussi de savoir reconnaître quand l'action publique est là. Et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a été très sensible en fait à cette action-là parce que souvent les associations se mobilisent pour dire ça va pas, ça va pas. Et c'est chouette aussi quand elles disent merci, ça va bien. Donc ça, vraiment merci pour ça, quoi. En un sens, c'était pour vous remercier à nouveau que je vous ai proposé de venir ici. Au total, on a mis combien de temps à la résoudre, cette discontinuité? 2015, j'ai commencé en 2015 et ça s'est terminé 2021.
Donc, vous voyez, c'est la ténacité, je pense, et la pugnacité, et puis la diplomatie, votre sens de la diplomatie, je pense, c'était aussi important. Et donc, encore, merci d'avoir tenu bon. Et je pense que ce témoignage est inspirant pour commencer en se disant qu'en début de mandat, tout est possible pour qui le veut. Je pense que la notion de volonté et de détermination est importante. Je me tourne vers les deux adjoints et vous pouvez intervenir librement l'un ou l'autre. François, comme Hakim, vous étiez déjà en fonction lors du mandat précédent sur le même poste, celui des mobilités. Et j'aurais aimé avoir votre vécu au vu de votre expérience à tous les deux. Qu'est-ce qu'il est incontournable en début de mandat, ce à quoi il faut faire attention, ce à quoi il faut penser? Parce que c'est un moment charnière, ce début de mandat. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez mal faites, que vous auriez fait différemment? Bref, quels conseils vous pourriez donner à des élus mobilité qui se lancent sur le sujet vélo aujourd'hui en 2026? Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais juste préciser quelque chose. On travaillait sur le mandat précédent et puis les mandats d'avant, donc beaucoup, et c'est Elisabeth Philippotto qui s'est présente, qui était la maire adjointe sur tout ce qui est transition écologique, mobilité douce, circulation douce. Et donc, moi, j'avais la responsabilité de tout ce qui est espace public. Donc, voilà, c'est Elisabeth qui fixait le cap. Et puis, moi, je déroulais. Vous pouvez aussi prendre le micro pour compléter si vous voulez, hein. Sentez-vous libre. Je déroulais le goudron. Alors, pour répondre à la question, en tout cas sur ce qu'on fait sur ce mandat-là, par rapport à l'expérience qu'on a pu acquérir sur les précédents mandats, il y a deux choses. Il y a la partie un peu dure, matérielle, c'est-à-dire des grandes transformations qu'on essaye d'amener sur la ville. Donc pour ceux qui connaissent un peu Massy, l'exemple le plus emblématique qu'on a pu faire sur le dernier mandat, c'est ce qu'on a fait autour de Cora, maintenant Carrefour. Donc une vraie transition, c'est pas que le vélo, c'est le vélo, mais pas que le vélo, hein. C'est-à-dire qu'on plante des arbres, on laisse de la place pour les piétons, on réduit et on contraint la place des voitures, et on laisse aussi, on met en œuvre des pistes cyclables sécurisées. Et donc, ces grandes transformations, hein, on parle de projets là, à hauteur de 10 millions d'euros à peu près. Alors, on n'est pas les seuls financeurs, évidemment. C'est des choses qu'on démarre là, sur lesquelles on est en train de réfléchir, parce que c'est des choses aussi qui prennent. C'est le temps que ça prend, c'est voilà, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, entre l'idée, la volonté et puis la concrétisation. Et puis, alors, on n'a pas pensé au tapis rouge, nous, mais c'est une bonne idée. Ça prend plusieurs années. Donc, on s'y attelle maintenant parce qu'on sait effectivement c'est du temps long. Et l'autre axe, parce que c'est surtout ça, on marche sur deux jambes en fait sur le sujet vélo. Alors, on marche sur le vélo, bon, c'est un peu bizarre ma formulation, mais voilà, on a deux roues, on va dire. Donc, il y a cette partie infrastructure, et puis après, il y a toute la partie culture, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dynamique humaine, conduite du changement, je ne sais pas, ça peut prendre plein de noms. Et donc, c'est aujourd'hui, par exemple, voilà, c'est accueillir à nouveau ce super événement pour cette 10e année. C'est un écosystème, c'est former, ça a été évoqué ce matin, former, et puis là tout à l'heure, former les plus jeunes pour savoir rouler à vélo. C'est des réflexions qu'on peut avoir, puisque Elisabeth s'occupe maintenant du handicap. Et puis ça a beaucoup résonné sur les films qu'on a pu voir, le court-métrage là, à Paul B, à Cinématie avant-hier. J'ai plus Juliana, je suis désolé, j'ai plus le nom. Les roues du possible, sur l'ouverture à des publics, donc les personnes en situation de handicap avec des tricycles. Donc comment est-ce qu'on fait pour favoriser, ouvrir ces nouveaux modes? Et puis nous à Massy aussi, quelque chose sur lequel on veut travailler et développer, parce que notre territoire s'y prête, c'est l'ouverture au public quartier prioritaire de la ville. Voilà, pour le dire un peu trivialement. Alors, si je mets les pieds dans le plat, désolé, je vais peut-être un peu en choquer certains, mais quand je vois l'assistance, voilà, c'est quand même, ça manque de couleur. Donc, dans une ville comme Massy, il y a un truc qui fait que ce qu'on constate, hein, la population issue de la diversité est pas forcément, alors je suis un peu un contre-exemple peut-être, mais est pas forcément attirée, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, il y a des choses qui font que il n'y a pas d'une grande pratique du vélo et on ne retrouve pas. Et du coup, comment vous les attirez? Et ben justement, ça, c'est une des priorités de notre mandat. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. C'est
pas forcément très documenté. Il y a des expériences un peu plutôt dans le nord de Paris. On va y réfléchir, on va essayer de trouver des choses, de trouver des opportunités. Je pense qu'on a le bon terreau pour le coup sur Massy pour y travailler. Et puis s'il y a des personnes ici présentes qui ont des idées ou qui ont envie de tester des choses, je serais ravi de travailler avec vous. Merci beaucoup, Hakim Soltani, pour ce témoignage. François, du coup, des projets à 10 millions, je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément pour les mobilités à Bièvre. Pour autant, vous avez quelques slides, si vous voulez les projeter, c'est possible. Du coup, à Bièvre, en étant un village de moins de 5000 habitants, une population qui aime le vélo, a priori, je crois qu'il y a quand même pas mal de cyclistes. Ouais, de plus en plus. En tout cas, on a une vallée de la Bièvre où le vélo, que ce soit le vélo loisir ou le vélo utilitaire, ou même le vélo pour les enfants, est en plein développement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Qu'est-ce que vous avez retenu de votre précédent mandat? Et là, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur celui-ci pour débuter? Alors, non, mais je vais parler. Alors, du coup, Sentez-vous libre. non, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, c'est vrai que Bièvre est une ville de plus en plus cyclable. Ce n'était pas le cas il y a quelques années parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de cyclistes. C'est une ville c'est un village qui, de base, a été pensé, enfin, historiquement pour la voiture. On a des rues qui sont classées. On n'a pas beaucoup de largeur. On ne peut pas faire beaucoup d'infrastructures. Donc, en fait, quand on a une ville avec très peu de place, juste la place de quoi faire passer parfois un bus et des voitures, c'est très compliqué. Donc, en fait, quand on est comme ça, moi, comment je suis rentré, comment je suis arrivé élu, en fait, je me suis posé pendant le Covid et je me suis dit comment on peut améliorer et essayer de faire en sorte que les gens puissent atteindre les infrastructures et le cœur de ville avec leurs enfants, à vélo et en toute sécurité. Et du coup, ça passe aussi par des infrastructures qu'on avait déjà. On a l'avantage d'avoir le long de la 118, nous, des morceaux de cheminement vert qui sont plutôt des voies vertes, qui ne sont pas forcément des pistes cyclables. Mais ça, je vais y revenir, mais c'est aussi important parce qu'on a aussi de plus en plus la confrontation des piétons et des cyclistes, évidemment, sur des espaces qui sont restreints et donc, du coup, qui font parfois débat. Et du coup, voilà. Et donc, moi, en fait, si vous voulez, j'ai repris la carte et je me suis dit, c'est dommage qu'on puisse pas accéder au centre-ville, aux infrastructures. Alors, à Bièvre, on a la chance d'avoir tout au cœur de ville, les écoles, le centre-ville qui est pas loin. Et c'était comment on limite la voiture et comment on encourage les habitants à aller justement en ville, en sécurité. Donc là, nous, on a mis en place des projets, on a essayé de dessiner sur une carte. Alors là, j'ai repris le croquis du RERV, mais voilà, au moment où ça se plaît encore le RERV, j'ai regardé et je me suis dit, bon, Bièvre est entre Vélizy et le plateau de Saclay. Et du coup, en fait, si vous voulez, de par les infrastructures qu'on avait, je me suis dit qu'on pouvait éventuellement, par notre commune, relier le plateau de Saclay, parce qu'on a quand même beaucoup d'infrastructures existantes, notamment la piste qui existe du rond-point de la Fraise jusqu'au Christ-Saclay. Rond-point qui a vraiment une fraise. Oui, qui a vraiment une fraise, exactement. Et du coup, voilà, l'idée c'était comment on recrée un cheminement et on essaie d'encourager à la fois les vélotaffeurs et à la fois les familles à prendre cette voie. Donc là, on est en projet. Ça y est, Donc, c'est un projet de la précédente mandature que vous allez faire aboutir sur celle-ci. Tout à fait. C'est l'objectif sur cette mandature-là. Et du coup, là, on va commencer des travaux en septembre parce qu'on a beaucoup de vallonnements à certains endroits. Donc, c'est très compliqué techniquement et ça coûte beaucoup d'argent aussi de replanifier parce qu'on ne peut pas avoir des pentes non plus trop compliquées. Alors, c'est une voie verte. Mais l'idée, en fait, de base, c'était justement de relier des pôles comme Vélizy et Clamart et Paris jusqu'au plateau de Saclay, parce que nous, on est vraiment entre les deux, on est frontalier des deux, sans devoir faire un détour, parce que le problème souvent des vélos, c'est que quand il n'y a pas les infrastructures, soit ils doivent rouler sur la route, et croyez-moi, rue de Paris à Bièvre, quand il y a des bouchons, c'est très anxiogène. Donc voilà, c'est très stressant, c'est pas agréable du tout, et donc du coup, l'idée, voilà, c'était de créer à la fois pour nos habitants un axe majeur pour rejoindre les écoles, les infrastructures, et aussi permettre aux vélotaffeurs qui vont de Clamart, par exemple, à Saclay, de passer par Bièvre aussi. Et, voilà. Et donc, du coup, de demander des financements aussi aux instances départementales et régionales. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Je me tourne aussi vers vous, Anne. Est-ce que c'est parce que vous avez travaillé avec la population?
comment expliquer que ces choses, finalement, et ça peut se comprendre, hein, que ça prenne plus d'un mandat pour aboutir. On aimerait, nous, cyclistes, souvent, on aime dire que le vélo, ça va vite, développer le vélo. Mais quand je vous entends, alors j'aime beaucoup, hein, vous êtes la mission impossible. Quand il y a un village qui ne se prête pas au vélo, une coupure sur 3 départements et 3 agglos, vous y allez quand même. Donc encore merci et bravo. Mais du coup, qu'est-ce qui explique ce temps long, finalement, sur votre action pour le vélo? Vous avez aussi des actions plus rapides, hein, mais voilà, c'est... François reviendra sur les actions rapides. Sur les actions du temps long, il y a à la fois, je dirais, les variables techniques. En fait, François le disait, soit là, on n'était pas sur le même département, voilà, donc c'était un peu... Soit la partie, là, sur le projet sur lequel François travaille activement, c'est en fait, on a pratiquement 20% de pente. Et donc, du coup... 35% dans la forêt, quoi, et à gommer sur 200 mètres. Donc, c'est vrai que du coup, il nous a fallu quand même plus des propriétés privées, plus la nationale 118, et donc avec le mur anti-bruit, et vous devez laisser un certain nombre de mètres entre le mur et notre piste cyclable pour pas toucher aux fondations du mur anti-bruit. Donc, en fait, on a beaucoup de contraintes techniques, et le temps de trouver tous les techniciens qui doivent donner leur avis ou leur accord pour nous dire « allez-y », ça prend du temps. Voilà. Et en même temps, on cherche aussi les sources de financement parce que c'est un projet à 500 000 euros. Pour nous, c'est pas mal. Et donc, on a essayé aussi de trouver des financeurs pour nous accompagner sur le sujet. Parce que, pour revenir à la question de base, quels sont vos conseils quand on commence une mandature, hein, parce que je sais qu'il y a des nouveaux élus dans la salle, que je salue d'ailleurs, je pense qu'il faut avoir deux stratégies. Une stratégie moyen terme, où en fait, effectivement, là, avec les choses un peu structurantes, et puis aussi des petites victoires du quotidien, ne serait-ce que de rajouter des arceaux à vélo à côté des écoles, ne serait-ce que de faire des petites choses comme ça, de mettre une petite station de réparation des vélos à côté de la gare, par exemple. Dire que le vélo est là et qu'il va être de plus en plus là, et d'avoir des petites victoires du quotidien, je pense que c'est vraiment important, à la fois pour assurer la crédibilité et en même temps donner confiance à ceux qui prennent le vélo pour dire on ne vous oublie pas, on s'occupe du sujet un peu plus prégnant qui va prendre un peu plus de temps, mais on ne vous oublie pas aussi dans le quotidien. Ça, je pense que c'est important pour les nouveaux élus d'essayer de mener en fait de front un peu ces deux petites choses. Et puis après, parce qu'on ne veut pas non plus monopoliser la parole. Allez-y, c'est intéressant. Donc, François a travaillé sur un super projet aussi. On a essayé de faire un vélobus. On peut vous en parler parce qu'on est vraiment très contents et fiers et qu'on a lancé là après les vacances de Pâques. Donc François, je te passe la parole parce que c'est un peu le bébé de François. La slide d'après, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il s'appelle son nom d'origine, c'est la société Humbird qui le fabrique. C'est un Woody Bus, ils appellent ça. Donc nous, on l'a renommé le Castor Express parce que le castor est notre symbole. La fraise, le castor, c'est bucolique. Ouais. C'est ça. Donc en fait, l'idée, c'était de... En fait, bon, voilà, on a des quartiers très excentrés à Bièvre par rapport aux écoles qui sont toutes regroupées au même endroit et donc qui viennent de très loin et qui sont en même temps quasiment obligés de venir soit à vélo, soit en voiture. Mais à vélo, malheureusement, il n'y a pas toujours les infrastructures en fonction des quartiers pour pouvoir venir à l'école. Et le problème, c'est qu'on a quasiment une grosse majorité de Bièvre qui vient encore en voiture déposer leurs enfants. Et comme tout est au même endroit, ça crée beaucoup de bouchons et beaucoup de moments un peu même dangereux parfois. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, pour promouvoir justement le sport, la mobilité et encourager aussi les parents et puis même faire changer les mentalités au niveau des parents, parce qu'on s'est dit, ce serait super, et on a découvert ça sur le Salon des maires, que les enfants puissent, une partie des enfants, des quartiers les plus excentrés, puissent venir collectivement en vélo avec un conducteur. Et ils pédalent, les enfants. Exactement. Chacun a son pédalier indépendant. C'est pas forcé. C'est-à-dire, c'est pas comme une Rosalie où celui qui pédale le plus vite entraîne les autres. Là, chaque pédalier est indépendant. Et donc, il pédale pas. Là, il y a une assistance électrique quand même pour le conducteur parce que ça fait quand même 230 kilos le vélobus. Il y a 8 places en tout avec le conducteur. Enfin, non, sans compter en plus du conducteur. Et donc, du coup, voilà. Et en fait, on s'est dit comment on met ça en place. C'est très complexe. Ça a pris beaucoup de temps, ça aussi, parce que l'organisation. Oui, on m'a souvent dit qu'il y avait des questions juridiques. Il y a plein de... Alors, la responsabilité. Il y a plein de villes qui ont baissé les bras, en fait. Et vous êtes une des premières en Île-de-France. Vous baissez pas les bras. Je pense que c'est la leçon. À Bièvre, on ne baisse pas les bras.
C'est ça. Alors, je vous avoue que ça a été assez complexe parce que oui, il y a toujours dans le transport scolaire, c'est toujours le problème. Bon, voilà, les parents parfois sont très exigeants aussi sur les règles de sécurité, sur comment on récupère les enfants, qui les récupère, qui les emmène, qui les dépose. Donc ça, c'est tout un casse-tête d'organisation, vraiment en amont, avant même d'acquérir le vélobus, pour savoir comment on fait, comment ça fonctionne et quel outil on utilise pour que ça fonctionne. Et donc, on a fait appel à un outil, donc c'est une start-up, oui, si je peux dire. C'est un monsieur qui a lancé Legibol, ça s'appelle Legibol. De base, il avait lancé ça pour le Pédibus, et c'est un système en fait d'application où chaque parent peut rentrer sur une application, voir qui est inscrit, inscrire son enfant, et on l'a en fait inscrire son enfant, dire bah mon enfant sera à tel arrêt, etc. Et de base, c'est pour les pédibus, pour que les parents emmènent à pied les enfants. Donc il y a un accompagnant, donc vous vous inscrivez en tant qu'accompagnant, en tant que... Alors là, on a rajouté conducteur pour le vélobus, et donc chacun a sa mission, et à chaque fois, vous avez des briefs où vous inscrivez de chez vous votre enfant tel jour. Donc nous, on l'a adapté au vélobus, on a fait par quartier. Le quartier, par exemple, de la gare, bah, c'est le mardi, et les parents inscrivent leurs enfants en fonction du nombre de places, parce qu'après, c'est fermé, ça se ferme automatiquement dès qu'il n'y a plus de place sur le vélobus. Et donc, l'idée, voilà, c'est qu'un conducteur vienne chercher les enfants et les dépose devant l'école. Et après, voilà. Donc, on a, en fonction de l'âge, on a fait du CE2 au CM2, parce qu'après, c'est un peu compliqué en termes de logistique pour laisser les enfants qu'ils aillent. Alors, nous, en l'occurrence, on a fait un arrêt devant l'entrée de l'école. Donc là, ils ne peuvent pas courir à droite, à gauche. Mais voilà, donc on l'a lancé là. C'est bon, voilà, c'est au début. Là, vous voulez dire Là, il y a quelques semaines, on a lancé le service il y a quelques semaines. Donc voilà, au début, difficile de fédérer parce qu'il faut faire de la communication, dire bon bah voilà, on l'a adapté pour les quartiers les plus éloignés, mais là on a de plus en plus d'inscrits. Donc je pense qu'on va avoir notre premier vélobus rempli mardi, je pense. Donc en fonction des quartiers, et donc c'est assez chouette parce que en fait ça fédère énormément. De voir ça, les parents ont un smile super, ils sont très contents. Et alors l'idée dans la suite, c'est d'essayer de pousser les parents à accompagner en cortège, parce qu'il n'y a que 8 places, donc forcément c'est par quartier, qu'on ne soit pas limité à 8 enfants. S'il y a d'autres enfants qui voudraient faire du vélo, c'est faire un peu comme il y a ce phénomène aux États-Unis, souvent où dans les endroits apaisés, d'où la voie verte qu'on essaie de créer, parce qu'on essaie de passer par des endroits les plus simples pour pas que le vélobus se retrouve dans les bouchons en même temps que les voitures, c'est pas très glam. Donc du coup, on essaie voilà, on travaille aussi sur d'autres itinéraires annexes pour que ce vélobus puisse passer que par des itinéraires verts. Et du coup, sans bouchon, sans rien. Et voilà. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est vraiment qu'après, on puisse faire des cortèges et que même les CM2 qui sont en capacité de faire du vélo tout seul, j'entendais tout à l'heure parler du savoir rouler à vélo, donc très important, qu'ils puissent suivre ce vélo et que ça fasse un cortège de vélo et qu'on invente un peu un nouveau mode de transport à vélo. Bon, bah merci François, c'est brillant, merci. Je vais juste rajouter un petit point pour les nouveaux élus et les anciens élus. En fait, un point financier, hein, ce Woodybus, donc il est fabriqué en France, il est en bois. Donc on l'a payé, donc on a pris toutes les options pour la pluie et autres, la deuxième batterie. Donc au final, c'est 22 000 euros. Sur les 22 000 euros, on a eu 10 000 euros de subventions par la région dans le cadre du budget participatif. Hein, je vous dis ça parce que ça peut être intéressant pour vos communes. Donc 10 000 euros dans le cadre du budget participatif de la région. Et ensuite, l'ADEME nous a également versé une subvention de 8 000 euros en investissement et également le CIGEF nous a versé aussi 2 000 euros. Et après, on a une subvention de fonctionnement aussi parce qu'on a décidé d'indemniser. On a pris des jeunes retraités pour faire un complément de revenus pour leur retraite. Et donc, du coup, qui... En pilote, vous voulez dire ? En pilote, voilà. Et donc, du coup, c'est sympa parce qu'en même temps, ça fait de l'intergénérationnel. Et donc, du coup, on essaie de communaliser tout ça. Donc, moralité, ça ne coûte pas trop cher et on peut vous filer les tuyaux si vous avez besoin. Voilà. Alors, le CIGEF, c'est le syndicat intercommunal de gestion de l'électricité. Voilà, donc c'est un syndicat de la région parisienne, en fait, qui fournit les communes adhérentes en gaz et en électricité et qui subventionne aussi l'enfouissement des réseaux, par exemple, et également les mobilités douces propres. Voilà.
Pardon. Ils ont un budget aussi pour tout ce qui est vélo cargo pour les communes. Et donc, ils ont accepté de faire passer ça comme un vélo cargo parce que c'est du transport d'enfants. Donc, ils nous ont dit, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des négos possibles. Mais merci beaucoup. Je sens qu'il va y avoir du monde qui va aller à Bièvre et qui va vous contacter pour aller voir ce qui se passe dans la commune. Promis, on prend les questions après. Il y a Marie, ma collègue, qui n'a pas encore pris la parole et ça me semble important de finir le tour de table parce que le dernier sujet n'a pas été évoqué et finalement, il est assez important et c'est assez révélateur, je pense, de l'opinion qui peut prévaloir sur ce que nous, maintenant, au collectif, on se creuse la tête. Des fois, on se dit, si personne ne veut plus des plots jaunes, des aménagements transitoires, des coronapistes, eh ben, on va changer de nom. Et du coup, on appelle ça maintenant des aménagements légers et on est en train de rédiger un guide là-dessus. C'est Marie qui est à la baguette et je pense en collaboration avec Rive, que François, vous connaissez bien puisque vous demandez aussi des conseils à Rive Astal, l'expert du collectif Vélo Île-de-France en matière d'aménagement cyclable. Et donc, Marie, en un sens, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est de réhabiliter ces aménagements légers et nous dire pourquoi nous, au collectif, on y croit et pourquoi on pense que c'est une solution pour les collectivités en début de mandat et dans un contexte dont on sait, vous avez parlé de toutes les économies que vous cherchez à faire, tous les cofinancements que vous cherchez, c'est comment on fait pour continuer à agir pour le vélo dans un contexte politique et financier contraint pour les collectivités locales. Ouais, les mots sont importants et c'est vrai que c'est pas juste un coup de com' pour essayer d'enjoliver, juste mettre un autre nom et puis la piste sera plus belle aussi. Non, ça marchera pas comme ça. Mais la réflexion derrière, c'est qu'on a beaucoup de mots, même d'abréviations autour des aménagements qu'on peut soit appeler coronapistes, aménagements transitoires, provisoires, ACT. Et finalement, le dénominateur commun, c'est moins le fait que ça soit provisoire ou urbanisme tactique, etc., mais plutôt qu'il y a un côté de souple, frugal et pragmatique. Et c'est plutôt ce côté-là qu'on veut mettre en avant et surtout, au fait, aussi, du coup, le fait que ce soit très léger à mettre en place. Et finalement, on se retrouve avec des aménagements qui étaient censés à la base appelés transitoires, qui sont toujours en place et qui marchent très bien. Et c'était donc l'idée derrière de réhabiliter justement ce type d'aménagement et de donner à voir qu'il y a beaucoup de ce type d'aménagement. Ça fait 6 ans qu'on a mis en place les premières coronapistes, donc ça fait 6 ans aussi qu'on a acquis de l'expérience. Donc aujourd'hui, on a tout un panel d'aménagements divers et variés, qui sont à la fois durables et esthétiques. Et c'est tout le but du guide de les mettre en avant, de dire à la fois qu'il y a une solution pour chaque scénario, donc pour chaque scénario de voirie. Et il y a non seulement il y a une solution, mais souvent il y en a plusieurs même. Donc le but, c'est aussi de donner à voir tous les différents niveaux de légèreté qu'on peut avoir, du très léger à un léger un peu plus sophistiqué. Et du coup, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas à l'inverse? Parce que je me souviens du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, très à cheval sur l'esthétique. Et le plot jaune lui donnait de l'urticaire. Et je pense que ça a été le cas de beaucoup de maires. On a beaucoup entendu c'est moche. Et aujourd'hui, ils demandent du définitif direct au département, mais du coup, ils attendent 10 ans, ce qui est dommage pour eux. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a plusieurs exemples, ça va dépendre aussi un peu Enfin, c'est subjectif aussi finalement l'esthétique, mais il y a, par exemple, dans le guide, on va mettre en avant la D933 à Pantin. Oui, il doit y avoir une photo. Ça doit être un bout de D933, cette femme à vélo. Alors, peut-être, oui, on peut rester sur cette slide, en fait, parce que du coup, c'est bien représentatif de tout ce qu'on peut faire en matière d'aménagement cyclable très différent, finalement. Donc, en haut à gauche, c'est simplement d'inverser la file de stationnement et la bande cyclable. Donc, ça fait qu'on n'a aucun dispositif un physique élément, un élément physique plutôt. Donc, simplement de la peinture, mais les voitures en fait font tampon avec la circulation motorisée, donc il y a quand même un niveau de sécurisation élevé par rapport à une bande cyclable, et en plus de ça, on a moins de risques d'emportiérage. Donc c'est de la simple peinture. C'est de la simple peinture, donc très peu cher. Ensuite, il y a la solution qu'on connaît toutes et tous, celle des plots en plastique. Et puis, il y a aussi, il me semble que c'est la dernière slide, pardon. Les plots en plastique qui ne sont plus jaunes, hein, c'est ça aussi Oui, qu'on retient. Ouais. C'est ça. Et qui sont fixés au sol.
C'est ça, par des boulons. Donc, intervention enfin, très rapide et très légère. Et là, c'est juste pour illustrer que le léger peut prendre plein de visages différents. Là, on a un aménagement sur la D920 qui est un mélange entre bordure en béton et plot en blanc cette fois-ci. Bon. Et, donc, c'est pour illustrer aussi un peu tous ces différents niveaux de léger. Et ouais. Et sur la slide avant, si on peut revenir. Ah oui, voilà. Ouais. Ça aussi, peut-être juste un mot, c'est que la végétalisation, elle peut faire partie aussi de ce processus de mettre en place des aménagements légers, parce que là, en l'occurrence, c'était des places de stationnement avant. Et c'est À gauche de la photo. Donc. C'est ça. Et donc, c'est la fameuse D933 dont je parlais au tout début. Et il y a eu plein de générations d'aménagements différentes à partir du Covid, donc avec une corner-piste d'abord, et puis avec une piste à gauche de la file de stationnement, donc avec plein de problèmes de voitures garées sur la piste qui avaient encore accès à la piste. Et ensuite, petit à petit, en fait, on est arrivé à cette solution où on a désimperméabilisé les places de parking. Et donc, de plus en plus, on a des exemples aussi d'aménagement transitoire avec de la végétalisation qui intègre le côté végétalisation. Et je pense que, notamment en période de canicule, on est de plus en plus sensible à cette question et on est de plus en plus content aussi d'avoir ne serait-ce que des buissons. Et c'est compatible avec les aménagements légers. Et toute dernière question avant de prendre les questions de la salle sur la slide d'avant, et ça me semblait important. Oui, bah peut-être sur le plan. Non, mais de dire que l'aménagement léger, il y a la piste, mais il n'y a pas que la piste cyclable. Et je pense que c'est une des grosses leçons du guide, c'est et notamment dans des villages comme Bièvre, la cyclabilité, elle peut venir de solutions très frugales. Est-ce que tu peux expliquer, détailler? Ouais, ce schéma un peu énigmatique, à premier abord, ça vient de Rie, justement, qui est dans la salle. Et c'est pour illustrer le fait que, notamment, alors là, on a beaucoup parlé départemental, donc des voiries, finalement, c'est large et avec un trafic soutenu. Là, c'est une solution qui s'appelle filtre modal. Donc, ça va permettre d'apaiser des quartiers ou des rues. Et en l'occurrence, là, ce qu'on voit, c'est un réseau de voies. Il y a des photos, non? Il y a des photos aussi, juste avant, il me semble. Avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les filtres modaux, c'est un dispositif qui peut prendre plein de visages différents. Là, en l'occurrence, c'est des pots en fleurs, enfin des pots de fleurs. Et ça peut permettre de soit fermer une rue, soit de changer le plan de circulation, donc de mettre à sens unique, par exemple, une rue. Ou alors de mettre plusieurs sens uniques tête bêche, donc interposés pour casser un trafic de transit, pour éviter que des personnes puissent prendre une rue de long en large et qu'elles soient à chaque fois obligées de sortir de la rue. Et donc, c'est les filtres modaux qui filtrent les différents usagers de la route. Et en l'occurrence, ils filtrent les voitures. Donc, les voitures ne peuvent plus passer, mais les vélos, oui, et les piétons aussi. Et donc, ça peut permettre d'apaiser des quartiers ou ça peut permettre de mettre en place, par exemple, une rue école. Donc, c'est selon ce qui est le projet de la ville. Et peut-être pour revenir sur le côté de quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il faut mettre en place les différentes mesures, un très bon exemple qui illustre l'utilisation des filtres modaux, c'est Montreuil qui ont commencé au tout début du mandat à mettre en place en l'occurrence ça concernait tout un quartier, donc un nouveau plan de circulation avec des filtres modaux transitoires, donc simplement comme ici du mobilier urbain qui est facilement retirable aussi. Et ils ont accompagné tout ça avec un processus de concertation. Et donc, ça a considérablement apaisé tout le quartier et ça a été pérennisé à un an à peu près des élections municipales. Donc, les gens, ils avaient le temps de participer. Ils avaient le temps de se rendre compte que le quartier était beaucoup plus agréable à vivre et à traverser.
Et finalement, ça rentre pile poil dans le temps d'un mandat de 6 ans. Et il y a plein d'exemples comme ça en Île-de-France, Pantin, Aubervilliers, où c'est un peu les mêmes processus. Et c'est vraiment les communes qui s'en saisissent dès le lendemain des élections qui ont souvent des beaux succès. Et c'est très rarement, enfin, ouais, c'est uniquement des choses qui ont été pérennisées par la suite. Hakim, vous voulez réagir? Juste préciser, et ce sont des photos de Londres, mais pour le reste, ce sont des photos d'Île-de-France. Donc, ce plaidoyer est basé vraiment sur ce qu'ont déjà fait des collectivités. Et je sais notamment que Massy utilise ce genre d'aménagement. Donc, voilà, transition parfaite. D'être dit. Effectivement, alors nous, on appelle ça urbanisme tactique, mais bon, vous avez utilisé plein de mots pour ça et ça fonctionne très bien. Et on ne l'utilise pas que pour les sujets de vélo. On l'a utilisé sur une rue pas très loin, enfin au Pileux, pour réduire les largeurs de voirie. On a mis justement ces balisettes, ces potelets en plastique. Avant, pour voir, parce qu'il y a des questions de giration et donc des bus scolaires qui viennent. Et ça nous a permis un truc très simple. Si on l'avait fait en dur tout de suite, déjà, ça aurait été plus long, ça aurait coûté plus cher. Et puis là, on a un truc qu'on n'avait pas vu, c'est que le bus, en sortant, en fait, il se prenait une balisette. Donc, enlever une balisette, c'est facile. S'il avait fallu casser des terre-pleins en béton, c'était autre chose. Donc, vraiment, on va attendre le guide avec impatience parce que je suis sûr qu'il y a plein d'idées auxquelles on n'a pas pensé. On va pouvoir regarder tout ça. Merci beaucoup à nos 4 intervenants et intervenantes. On peut ouvrir une phase de 10 bonnes minutes de questions et on va essayer de les prendre, de faire un mix femmes-hommes, si vous êtes d'accord. Vu qu'on a une table ronde parfaitement équilibrée, on va faire la même chose pour les questions. Alors, le monsieur qui lève la... C'est toi, Juliana, qui modère? Je modère, et puis on a une main qui est levée de genre une demi-heure. Je pense qu'il s'impatiente. Ok, donc toi, tu récompenses la persévérance avant le genre. C'était quand même le message. Oui, vas-y. Mais courte quand même, hein, parce que je te connais. Bonjour, j'essaie de faire court. J'habite à Massy, à 2 minutes d'ici. Je ne travaille pas depuis quelques années. Je fais quelques centaines de kilomètres par mois. L'hiver 2024-2025, je faisais entre 700 et 1100 kilomètres en Île-de-France. Je voulais savoir, dans quelle mesure est-ce que vous demandez aux associations de cyclistes, quand vous travaillez sur un aménagement cyclable, est-ce que pour vous c'est un principe? Est-ce que c'est optionnel ou quoi? Je vais donner 2 exemples. Peut-être répondre à la question, elle était parfaitement posée, donc je pense que ça peut amener une réponse très claire. Hakim? Oui, alors, on essaye systématiquement de travailler avec MDB. Alors, moi, je dis souvent, sur le ton de la blague, c'est que, parce que c'est de l'argent public aussi derrière, Oui. on a la chance d'avoir des experts techniques ultra pointus sur ces sujets-là et qui sont gratuits. Donc, on en profite. Pas le collectif Vélo Île-de-France. Alors, nous, on a MDB Massy, José, que je salue, et il n'est pas tout seul. Alors, après, des fois, on n'est pas d'accord. Ça arrive. Et puis, on discute, voilà, on trouve des solutions. Et puis, après, au final, c'est nous qui tranchons, parce qu'effectivement, c'est notre responsabilité. On a été élus pour ça par la population de Massy. Mais systématiquement, on travaille ensemble. Voilà, je pense que... Je vais donner un exemple immédiat. Faut que tu prennes... Aujourd'hui, il y a un aménagement qui est qui est en train d'être terminé, qui est la prolongation de la coulée verte entre le rond-point du 19 mars 1962, le long de l'avenue des Martyrs de Soweto, pour atteindre le rond-point Allende à Massy. Il y a combien? 800 mètres? Quelque chose comme ça. 900? Bon, j'étais pas loin. Il y a une zone, il y a 2 passerelles, et il va y avoir un escalier. Et uniquement un escalier avec une goulotte. Et il n'y aura, a priori, aucun plan incliné pour les personnes à mobilité réduite et pour les vélos. En 2026. Est-ce qu'on peut prendre la réponse et après aller sur une autre question? Et je vais faire juste une remarque après. Mais monsieur, vous avez eu pas mal le micro, s'il vous plaît, et on n'a que 10 minutes pour les questions et il y en avait encore 5. Très rapidement. L'ondulation à Bièvre, c'est quoi cette jolie ondulation-là? Parce que je connais très bien quelqu'un qui, au lieu de se coltiner Igny et des pavés, au lieu de se coltiner la rue de Paris, a déjà pris plusieurs fois la N118. Parce qu'on est en danger, tous les jours, pour ceux qui roulent tous les jours, c'est la loterie russe avec
c'est la loterie, c'est la roulette russe avec une minorité d'automobilistes qui sont extrêmement dangereux. Donc je connais très bien, très très bien, quelqu'un qui a pris plusieurs fois l'N118 et ce n'est pas plus dangereux. Merci pour vos 2 témoignages et je pense que Hakim, à la fin de la réunion, vous pourrez peut-être de la conférence répondre directement sur ce point précis de la coulée verte. Est-ce qu'on Et avec MDB, on pourra Et avec discuter MDB. tous ensemble. du coup, Juliana, il y avait Angélica. Angélica et il y avait une question de Cécile au milieu, ouais. Angélica, juste avant. Désolée. Très, très rapidement, j'ai l'impression que ces exemples montrent que les aménagements et les dispositifs en faveur du vélo ne servent pas que aux cyclistes, que ça change aussi le cadre de vie d'une ville. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous étiez conscient avant le point que ça change le cadre de vie? Et dernière question, est-ce que les habitants sont conscients aussi? Est-ce qu'ils le disent? Pour Bièvre, oui, on savait que ça allait apporter de l'apaisement aussi, parce qu'on sent bien qu'il y a des points durs qui crispent aussi. Voilà, la rue de Paris, on en a bien conscience. Et en essayant d'enlever les points noirs au fur et à mesure, en fait, c'est vrai que ça apaise. Après, comme le disait tout à l'heure François, on a quand même aussi des remarques sur les cyclistes qui roulent vite avec leur vélo, notamment électrique. Et quand on a une voie partagée avec des piétons, on a quand même encore des gens qui ne sont pas forcément très rassurés et amis des vélos en tous les cas, parce qu'ils trouvent que parfois les vélos vont encore trop vite. Donc on réfléchit à des solutions pour justement freiner peut-être parfois un peu les vitesses. Voilà. Mais je pense que ça contribue effectivement à l'embellissement du cadre de vie et autant que faire se peut, nous on essaie de faire des aménagements avec de la végétalisation au maximum. Là, on a retravaillé un petit peu la suite du point noir qui était en haut. On a travaillé suite à votre demande, parce que c'est vrai que c'était un peu dangereux et pas très fonctionnel. Donc la fin du petit bout de piste cyclable là vraiment sur la commune de Bièvre. Et on s'est dit, plutôt que de mettre de la peinture justement pour accompagner les courbes, on a préféré mettre de la végétation. Et je pense que ça embellit encore et ça permet de réduire la vitesse des vélos et aussi des voitures. Donc je pense que voilà, on essaie de travailler en tous les cas dans ce sens-là. Et juste pour compléter la réponse, je vois plein de mains, donc je vais être très court. Alors, pour le coup, nous, c'est quelque chose sur lequel on a un peu infléchi en cours de mandat précédent, parce qu'on était vraiment parti pleine balle sur vélo, et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, et je rejoins ce que tu dis, et du sentiment des piétons d'être délaissés, et de se dire, vous en avez que pour les vélos, il n'y a que le vélo. Alors, les personnes en voiture, il y a des contraintes, et notamment pas mal de personnes âgées qui se sentaient pas à l'aise dans l'espace public, vélo et trottinette électrique, bien sûr. Et ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est d'avoir une démarche beaucoup plus globale sur ces réaménagements et de penser à tous les publics. Alors, vous avez peut-être déjà donné une petit début de réponse à ma question, mais je voulais savoir, ma question s'adresse aux élus, comment vous gérez et c'est quoi vos astuces pour que les intérêts individuels prennent pas le pas sur les intérêts collectifs? Je m'explique, on a vu dans pas mal de communes de l'agglo des beaux projets portés par l'équipe en place, qui n'étaient même pas à la demande de l'association, et puis qui ont été arrêtés parce que en réunion publique, quelques riverains, plus ou moins nombreux selon les cas, mais des fois très peu nombreux, disaient pas de ça devant chez moi. C'est un peu l'effet Not in Mardyard, la piste ailleurs oui, mais pas devant chez moi, y compris pour des projets qui étaient assez structurants. Ce que vous le disiez à Bièvre, la piste cyclable, elle concerne pas que les gens qui habitent la rue, elle concerne surtout finalement ceux qui habitent pas et qui traversent et qui vont ailleurs. Et du coup, comment vous gérez pour que malgré tout ces projets qui apportent du plus pour beaucoup de gens ne soient pas arrêtés par une petite minorité qui des fois peut être très bruyante et j'imagine pas facile à gérer pour vous? Oui, tu veux répondre? Vas-y. Je ne veux pas t'empêcher, pas juste par rapport à Massy et par rapport, on a un grand projet, on a beaucoup travaillé sur ce projet avec MDB, c'est la rue de Villegénis qui finalement relie pas loin de la mairie de Massy jusque presque Palaiseau, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle la rue de Villegénis. C'est un endroit où il y a un nouveau collège qui a été construit pas loin et du coup, on avait besoin vraiment de sécuriser ce coin.
Et il y a eu, c'est une piste cyclable sur lequel passe, enfin devant lequel passe, il y a une école primaire, une école maternelle, il y a un lycée et pour aller jusqu'au collège. Donc vraiment, on avait besoin que ce soit sécurisé. On a essayé de faire en sorte d'avoir la piste le plus sécurisée possible. Or, et c'est vraiment là que, Cécile, ce que tu dis, c'est vraiment ça, on passait à ras, vraiment à ras de chez les habitants. Or, il y a des voitures, il y a des gens, en plus, les maisons un peu en contrebas, donc des gens qui sortaient leur voiture, qui montaient, à paf, ils se retrouvaient directement sur la piste. Donc c'est hyper dangereux, quoi. Et donc, il fallait essayer de se débrouiller avec tout ça. En fait, on a, malgré tout ce qu'on a pu échanger, on a été obligé de faire sur un endroit une voie verte parce que c'était plus une piste cyclable. Donc, il y a une partie qui est quand même voie partagée. Et puis, on a été obligé, parce qu'en plus, les vélos arrivaient en pleine vitesse, et les trottinettes électriques, hein, parce qu'il y a beaucoup de trottinettes dans ce coin-là. Et du coup, c'était extrêmement dangereux quand les voitures, les gens sortaient de leur parking, quoi. Et donc, on a été horreur, mais vraiment horreur, on a été obligé de mettre des barrières. Et ça, c'est horrible. Moi qui suis cycliste beaucoup, j'ai horreur des barrières. Je me dispute beaucoup avec Hakim avec ça. Mais moi, je n'ai pas la barrière facile. Et donc, mais c'est vraiment ça. C'est des concessions. Nous, voilà, pour répondre à la question, en fait, quand nous, on sent qu'il y a un gros problème de riverains, d'intérêts divergents, en fait, j'essaie de mettre tout le monde dans la même salle. J'essaie de bien comprendre le problème des uns et des autres. Est-ce que c'est plus une posture? Est-ce que c'est vraiment un problème concret, pratico-pratique? Par exemple, on a eu aussi ce cas de figure. Et en fait, on a proposé de mettre un miroir en face de la sortie d'habitation de la personne pour qu'elle puisse déjà un peu être plus rassurée de voir s'il y avait ou pas un vélo. On s'est dit, on va commencer par ça déjà pour voir, pour essayer de ne pas freiner le projet. Parce qu'effectivement, on peut. Et puis après, on ne se fait pas que des amis. Je dois vous dire que quand moi, je ressens, une fois avoir mis tout le monde autour de la table et qu'il y a vraiment, s'il y a pas, c'est vraiment mon petit intérêt personnel, mais que c'est plus une peur un vrai problème, eh ben, j'y vais quand même. Parce que l'intérêt général prime. Voilà. Donc, Courage on n'a politique. pas que des amis. Mais après avoir levé les différentes difficultés des uns et des autres, en général, on arrive à avoir une petite concession qui commence à se faire. Chacun concède un petit truc et puis on arrive sur un point commun par des petits aménagements aussi parfois ou des petites bandes rugueuses pour dire attention, la freiner parce qu'il y a un endroit plus dangereux. Mais sinon, on ne ferait rien, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question, Juliana, ou pas? Et est-ce que il y a une question pour Marie? Il y a eu des questions pour nos élus, mais est-ce qu'il y aurait une question d'une personne qui n'a pas encore pris la parole? Si on a le temps. Une question, si possible, pour respecter le timing. Et, Ouais. de rapide. Et puis peut-être Madame Bacti. Ouais. Oui, bonjour. J'ai une question pour Bièvre, que je connais bien puisque je travaillais en haut, donc en haut sur le plateau de Vélizy, et j'habite à Marcoussis, donc je passais soit en voiture, soit à vélo. Et donc Bièvre, c'est une très jolie ville. C'est la plus belle. C'est la plus belle de France. Hein. Après Massy. Ça qui dépend est traversée par on se base. Et du coup, la question. La question, c'est vous êtes traversé par un certain nombre d'axes de transit. Oui. Donc il y a la 118 qui est l'axe de transit principal. Mais comme il est souvent bouché, cet axe de transit, il y a des axes de transit secondaires qui se créent par la rue de Paris, par la rue Léon-Mignotte, pour les gens qui viennent du plateau de Vélizy, etc. Il y a aussi la transition entre Igny et Jouy, mais qui, elle, est en dehors du centre-ville. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place des mesures pour restreindre le trafic de transit? Je parle du trafic de transit, hein, pas du trafic de dessert. Du coup, on a cette question-là. On peut prendre la deuxième en même temps. Comme ça, on ne perd pas de temps.
Et désolé pour celles et ceux qui voulaient poser une question et qui n'ont Oui, pas pu la bonjour, poser. Fatima Bakti, Villiers-le-Bac. Donc, ma question, elle est sur les filtres modaux et filtres modaux pour ralentir les cyclistes, les vélotaffeurs et je comprends, qui ont envie d'aller vite. Mais parfois, on a des bouts de pistes cyclables qui ne sont pas des pistes cyclables, qui sont la cohabitation. Et il est nécessaire de ralentir les vélos parce qu'il peut y avoir on ne peut pas changer la piste tout de suite. Donc, qu'est-ce qui peut exister comme filtre modal pour ralentir? Je comprends, madame, que les barrières, c'est pas idéal. Voilà. Donc, on a 2 questions miroirs. Comment contraindre les voitures? Comment contraindre les vélos? Marie, tu veux commencer sur contraindre les vélos et on finit par contraindre les voitures? C'est mon rôle arbitraire. Je préfère qu'on finisse sur contraindre les voitures. Oui, je pense qu'on parle de 2 choses différentes à ce moment-là, parce que les filtres modaux, c'est vraiment pour filtrer les différents usagers de la route. Mais je pense qu'une des photos qu'on avait montrées rapidement, ça répond un peu, ça peut être un élément de réponse, notamment par exemple les rues aux écoles. Les rues aux écoles, c'est des petites portions de rue. Si elles ne sont pas sur un réseau cyclable structurant, effectivement, il faut ralentir les vélos. Et ça peut être par des éléments physiques qu'on pose sur la chaussée et faire en sorte que ça devienne une sorte de labyrinthe ou que ce soit plus une ligne droite qui permette la prise de la vitesse. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, notamment Rive. On en appelle à la parole à l'expert. Alors, je précise aussi qu'on pourra poursuivre les échanges à l'issue. Donc, Rive, si jamais tu veux, voilà, peut-être conseiller Moi, pour Madame Bakti. compléter, moi, je trouve que sur Comme ça, à vous répondez aux 2 questions. voilà, à Châtillon, je ne sais pas si vous voyez là le long, je crois que c'est du RER en fait, sur la piste qui est en contrebas. Quand vous arrivez à Porte de Châtillon, vous tournez à gauche pour aller vers Montparnasse. Sur la coulée verte. C'est Malakoff, ouais. En fait, je trouve qu'ils ont mis des trucs au sol qui sont assez intéressants. C'est comme des petits dos d'âne en pierre. Des petits dos d'âne, mais qui sont en fait en quinconce, donc pas pour les vélos. En fait, on est obligé de passer entre eux. Et je trouve que c'est à la fois joli et c'est à la fois pratique. Et si vraiment tu fonces pleine balle tout droit, tu risques pas ta vie non plus, quoi. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. J'invite les cyclistes à ne pas réagir et garder vos réactions pour après la table ronde, parce que sinon, Juliana, on explose ton timing. Et du coup, sur contraindre le transit en centre-ville. Sur contraindre le trafic en centre-ville, on n'a pas beaucoup de solutions. On a à peu près 11 000 véhicules par jour qui traversent Bièvre. Donc, c'est vrai que c'est le soir, le matin. Ce qu'on a fait, c'est on a essayé de mettre plein de priorités à droite. Donc, on a mis des stops pour essayer de ralentir. Après, on essaie de jouer aussi un peu avec Waze. Parfois, quand ça devient too much, on fait des travaux exprès et donc on envoie un arrêté et donc on l'envoie à Waze pour dire là, il va y avoir des travaux, donc ne faites plus passer les gens par là parce que ça va pas être possible, il y a des travaux. Je vous donne toutes les astuces qu'on peut utiliser parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que parfois, ça devient très compliqué. Donc, il faut être aussi agile. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, je fais une petite conclusion, juste vous dire quand même, puisque la table ronde était sur qu'est-ce qu'on peut faire dès le début du mandat. Vous aurez retenu, et je pense que c'était une bonne leçon de stratégie. Il faut à la fois jouer sur le court moyen terme et le long terme. L'un n'empêche pas l'autre. Il ne s'agit pas de dire on ne peut pas faire parce qu'on fait le gros projet. Le gros projet est nécessaire et utile. Il peut prendre jusqu'à 6-7 ans, comme on l'a vu. Mais en attendant, plein de projets sont possibles, des projets frugaux comme ceux qui ont été présentés par Marie, des projets intelligents comme ceux avec le vélobus ou les signalements à Waze, qui sont aussi des façons d'agir pour le vélo. Donc, je vous propose d'applaudir nos 4 participantes et participants. Merci beaucoup pour vos témoignages.